Bien le bonjour à tous et à toutes. Allez, jolie communauté, je suis tellement contente de vous retrouver à chaque fois. En fait, ça me met vraiment beaucoup de joie dans le cœur de faire ces petites interviews là. Alors, modestement, hein, parce que j'ai devant moi un journaliste dans ce métier quand même là. Bonjour Jocelyn Morisson. Bonjour Corinne. Donc, je vais essayer de bien me tenir, d'accord? Ok. Ouais, ouais, tu sais, nul n'est parfait, hein, mais Ouais. j'aime bien passer de l'autre côté de la barrière, justement, c'est Ouais. rigolo. Bah écoute, moi j'avais envie. C'est parti c'est parti d'un jeu en fait, hein, d'un défi. Et je me dit bah d'accord, ok, je le fais. Et en fait, je me pique au jeu, j'adore ça. Ok. Alors, moi, je suis ravie de t'accueillir. On se disait là hors antenne, du coup, que bah, moi, j'ai fait ta connaissance par l'intermédiaire de Charles Maxence, un bon ami aussi. Et tu avais écrit à l'époque, je crois que c'est donc 2018, tu avais écrit un article qui parlait de mon Odyssée Métamorphose PEP sur médecine extraordinaire. Très joli article qui essayait de décrire un petit peu, et fort bien d'ailleurs, ce que je mettais dedans. Donc on s'est connus comme ça. Ah, c'est assez récent. Voilà. Eh ben, écoute, moi je voulais te présenter, bien sûr, un petit peu avant, après ben, tu nous en diras plus le journalisme de formation plutôt scientifique, mais il y a une grande passion en toi et un engagement assez fort sur des thématiques assez nombreuses quand même, des collaborations avec beaucoup de médias, l'INRES, il me semble, Inexploré, Nexus, voilà. Et puis, tu es quand même rédacteur en chef de la revue Native, qui est une revue extraordinaire dont je voudrais que tu nous parles un petit peu tout à l'heure aussi, qui se consacre au peuple natif, peuple racine. Tu es auteur aussi, co-auteur, tu as, je crois, environ une quinzaine de livres, hein, j'espère que je ne me trompe pas, à ton actif, sans compter tous ces articles ou toutes ces conférences que tu peux donner pour partager ce qui t'anime. Et il y en a un parmi les derniers, je crois, qui m'a beaucoup interpellée. C'est celui que tu as écrit avec le neurologue Antoine Sénanque, Comment l'esprit agit sur la matière. Voilà. Alors, dans les petits trucs moins, comment je vais dire, moins professionnels, il me semble que tu aimes les chats, que tu aimes la musique aussi. Mhm. Et peut-être d'autres choses. On le découvrira au fil de notre partage. Tu seras aussi parmi les invités du symposium de la vie après la mort. Il sera en Touraine le 1er de mars 2025. Voilà. Grand merci à toi de m'accorder un petit moment et de partager tout ce qui fait sens pour toi. Et on pourrait peut-être même commencer par cette notion, on en parlait tout à l'heure, euh, d'individu ou Mhm. d'individu et d'individuation dans le sens de l'incarnation. Alors, moi, ça me passionne, ça, Mhm. honnêtement. Donc, je te lance là-dessus. Bah oui, écoute, avec plaisir, parce que c'est mon sujet de réflexion, on va dire, actuellement, euh, puisque je vais en parler dans plusieurs conférences à venir, là. Et donc, j'ai fait pas mal de recherches, beaucoup de lectures et de réflexions autour de cette notion-là, parce que pendant des années, je me suis intéressé à la thématique de Oui, l'éveil spirituel au sens vraiment, au sens asiatique du terme, c'est-à-dire dans les traditions d'Inde, d'Asie, donc en particulier l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme aussi un peu, mais on en a beaucoup parlé chez nous autour de l'hindouisme, on a beaucoup parlé d'Advaita Vedanta. Et dans oui, le bouddhisme, il y a aussi le bouddhisme Dzogchen, il y a le bouddhisme Yogacara, il y a l'hindouisme, il y a aussi la branche donc du shivaïsme du Cachemire. Tout ça, c'est des traditions qui nous parlent d'éveil de façon subtilement différente, mais grosso modo, elles disent la même chose, hein. C'est que nous avons la nature de l'absolu en nous, donc nous sommes l'absolu finalement.
Et donc ça m'a passionné. J'ai lu énormément de choses là-dessus. J'ai beaucoup écouté des enseignants spirituels. J'ai même participé à des satsangs, tu vois, avec des gens comme Ah ça. oui. Et je Mm. trouve que c'est vraiment une thématique passionnante, bien sûr, parce que ça fait envie. On se dit l'éveil, c'est quelque chose qui fait un peu rêver, quoi. Sauf Oui, que pour nous occidentaux, c'est quelque chose d'un peu exotique. Et en fait, la quête de l'éveil, c'est une quête de l'ego quelque part. Il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, se fourvoient dans cette quête-là parce que justement, ils veulent s'éveiller pour pouvoir dire je suis éveillé, tu vois, je suis quelqu'un d'important, ou alors j'ai un talent, ou je suis quelqu'un oui, qui est parvenu au terme de sa démarche spirituelle. Tu vois, donc il y a quelque chose qui est un piège pour l'ego là-dedans. On le sait, hein, ça fait partie de l'enseignement d'ailleurs, hein, de oui. dire attention. Attention, il y a plein de pièges sur ce chemin-là, quoi. Bref, donc tout ça, on l'assimile intellectuellement, et puis ensuite on se rend compte que c'est au-delà de l'intellect et qu'il faut le vivre à travers une démarche plutôt d'ordre méditatif, et puis d'un travail sur la présence, hein, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui sont très présentes, justement très prégnantes dans les enseignements orientaux, quoi. Et donc, Bien je dépouillement, non? Est-ce que... dépouillement, toutes ces choses-là. Moi, je reste persuadé que ces enseignements-là sont très valides, hein, Oui, et extrêmement hein, enrichissants. Mais cependant, je pense que pour nous, occidentaux, en tout cas, c'est plein de pièges et que, il faut faire très attention. Et je constate qu'il y a beaucoup d'auteurs qui reviennent un petit peu de ces positions un peu extrêmes en disant, et quand on s'éveille, il n'y a plus de personne, on n'est pas le corps, on n'est pas l'ego, on n'est pas le mental, on n'est pas tout ça. Qu'est-ce qu'on est? Eh ben, on est l'absolu, on est tout, on est l'ensemble, on est tout l'univers, quoi. Donc, et beaucoup de gens reviennent de ça en disant, attendez, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a un corps? c'est Et ça. pourquoi est-ce qu'on a un ego? Et Qu'est-ce qu'on vient pourquoi, faire alors voilà, et pourquoi est-ce avec qu'on a ça? une personnalité? Et pourquoi est-ce qu'on a une personne? Et donc, beaucoup de gens bon, enfin plusieurs auteurs, en tout cas, des gens comme Tim Freke, par exemple, en Angleterre, que j'aime beaucoup, bon, et d'autres auteurs reviennent un peu de positions extrêmes pour dire, attendez, si on est incarné dans un corps et qu'on a une personnalité, une individualité, c'est que ça a du sens aussi, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. Et voilà un peu le point de départ de la réflexion parce que il se trouve que ça nourrit aussi une réflexion sur à la fois la spiritualité et l'écologie. C'est-à-dire que quand on revient à une expérience du corps sensible et qu'on se resitue dans le corps avant tout comme le lieu premier de l'expérience en fait. Le lieu Oui, premier de l'expérience du monde que nous faisons, c'est dans le corps, c'est par le corps. Euh, et là, on se retrouve à ressentir le monde d'une manière différente. Et là, on peut convoquer des traditions, là, pour le coup, de chez nous, en philosophie, comme par exemple la phénoménologie. Et je oui, vois, je vois des auteurs qui aujourd'hui mêlent la réflexion autour de la spiritualité et de la phénoménologie et de l'écologie. On parle d'écophénoménologie. Donc, je ne veux pas rentrer dans des trucs tout de suite très techniques, mais tu vois, c'est intéressant parce que repartir de son expérience corporelle et comment on est situé dans le monde et comment, par notre expérience sensible, on est relié en fait à tout ce qui nous entoure, que ce soit la matière inerte ou la matière vivante. Et oui, puis, au-delà, l'invisible eh bien, ça nourrit une autre vision sur ce qu'est la nature, justement, et ce qu'est le vivant, ce qu'est la planète et ce qu'est le cosmos. Et du coup, ça nourrit effectivement une nouvelle vision écologique. Donc, ça m'intéresse beaucoup parce que a fortiori, en plus, ça rejoint des visions du monde qu'on retrouve chez les peuples racines, précisément, oui. comme tu l'as dit, et comme je m'intéresse aussi à ça via la revue Native, je trouve que il y a une sorte de boucle qui se boucle, quoi. C'est-à-dire que via une ultra-modernité et une philosophie de très haut niveau, on retrouve des choses très simples et très évidentes qui font partie de l'expérience ordinaire, voilà, de beaucoup de peuples, ce qu'on appelle peuples racines dans le monde, qui sont encore un demi-milliard de personnes sur la planète et que beaucoup de gens dans le monde moderne considèrent comme des gens primitifs, quoi. Primitif, oui, C'est juste fou, alors que on voit bien que c'est eux qui ont les clés pour nous oui. sortir de beaucoup de crises, et en particulier, bien sûr, la crise écologique, quoi.
Donc, tu vois, tu D'ailleurs, sais que je pars de tous, un peu tous azimuts. non, 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 c'est intéressant. D'ailleurs, dans les numéros de Native, enfin, les reportages sont extrêmement documentés. C'est magnifique. Si vous ne connaissez pas cette revue, enfin, moi, je vous conseille de mettre le nez dedans parce que c'est un peu addictogène quand même. Tellement c'est passionnant. Ils ont énormément à nous apprendre. Ouais, et puis en même temps, on essaye de pas les idéaliser. On essaye de Non, pas avoir une posture où on dit, ah bah c'est eux qui ont tout compris et nous, on est ben vraiment, oui, c'est nous les primitifs, etc. On privilégie un dialogue, en fait, un oui, dialogue avec eux, une prise de parole de leur part, le plus possible, direct, et puis on donne la parole à des gens qui les connaissent bien, qui ont vécu avec eux, parce qu'ils sont ouais, aussi éventuellement chercheurs, anthropologues, ou simplement de voyageurs, ou simplement, tu vois, des gens qui se sont retrouvés, des écrivains, voilà, qui se sont retrouvés au contact de ces peuples-là et qui ont, voilà, effectivement, eux qui ont vécu aussi des expériences d'éveil d'une autre nature, on va dire, et notamment, justement, une reconnexion, pour employer un terme un peu galvaudé, au milieu naturel, quoi. Donc, la revue native, bon, elle est particulière parce que c'est une revue trimestrielle et qu'il n'y avait pas de médias consacrés à ces peuples-là. Et on essaye de donner la parole et de montrer la diversité de ces peuples-là. C'est surtout ça qui est important parce qu'il y a, je te le dis, il y a 5000 communautés, près d'un incroyable. demi-milliard de personnes, 500 millions de personnes quasiment, qui se revendiquent de l'appartenance à un peuple autochtone ou à un autre. Mais tu as toutes sortes de cas de figure. Il y a des gens qui vivent carrément dans la jungle, qui veulent pas être contactés justement la civilisation. Hein. Ce qu'on appelle des peuples non contactés. Et ceux-là, a priori, on n'en parle pas parce qu'on les connaît pas et on doit respecter leur choix de ne pas être en contact avec la modernité, avec le blanc, avec l'homme blanc, hein, tout simplement. Ouais. Et puis, il y a évidemment des gens qui sont autochtones, mais qui vivent dans le monde moderne exactement comme nous. Par exemple, aux États-Unis, même si c'est souvent des gens qui vivent dans des réserves, malheureusement, parce qu'ils ont une histoire extrêmement douloureuse, hein, au Canada, ou enfin en Amérique du Nord Oui, en particulier. Et puis, en Amérique du Sud, c'est encore autre chose. Et voilà. Donc, il y a toutes sortes de cas de figure. On a bien sûr des peuples en Afrique aussi, et puis en Asie. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a une grande, grande diversité finalement de mode de vie, mais il y a aussi beaucoup de traits communs justement sur l'animisme, bah, bien sûr, parce qu'ils considèrent que tout est vivant et ils sont en communication en permanence avec les esprits les de la esprits. nature, Ouais, les ouais. esprits des ancêtres, les esprits des lieux, des plantes, des animaux, tout ça. Donc là, c'est quand même une sorte de point commun entre tous, quasiment ça. On peut dire que c'est ce qui les rassemble aussi, quoi. Oui, moi j'y vois, tu vois, quand tu disais oui, ce mot il est très galvaudé, la reconnexion, mais Mm. je les sens hyper connectés à tout ce qui vit, comme, tu vois, alors que nous, on dirait qu'il faut faire un chemin pour se reconnecter à ce qui est, au vivant, en fait, comme si on nous avait tout oublié. Enfin, Il faut dire merci à Descartes pour ça, ou au contraire, ne pas le remercier, parce que c'est un dualisme qui date de Descartes, hein, la oui, distinction qu'on a fait entre culture et nature. oui, Ça vient de Descartes et l'idée que l'homme est supérieur à la nature. Après, bon, il y a aussi des choses qui sont dites dans la Bible qui ont été peut-être mal comprises, hein, donc ça remonte à plus loin que ça. oui, Mais en tout cas, nous, dans la modernité, on est dans cette idée que l'homme, l'humanité, est quelque part au-dessus de la nature et qu'elle doit l'utiliser, l'exploiter à son propre profit. Et on voit bien que ce modèle, il a atteint sa limite, qu'on exploite les ressources oui. au-delà de leur capacité de renouvellement. Donc on abîme la planète alors que ça revient exactement à scier la branche sur laquelle tu es assis. C'est aussi simple que ça, tout le monde peut le comprendre. Donc se comprendre comme faisant partie de la nature pleinement, même si on est capable de bâtir des cités, des cathédrales, toutes sortes de choses et des fusées qui vont sur la Lune, ça n'empêche pas que nous sommes de la nature. Nous, êtres humains, nous sommes des êtres naturels, nous procédons de la nature. Et il faut retrouver un point de vue qui concilie les deux, qui n'oppose pas les deux, quoi. On peut très bien être dans une vision moderne du monde et reconnaître l'apport de la technologie dans plein de domaines techniques et puis la santé, la médecine, tout ça. Il ne s'agit pas de rejeter tous ces progrès-là, bien sûr. Et puis, en même temps, comprendre que effectivement, on est des mammifères, quoi, tout simplement, et que donc on est relié à ce titre-là avec tout le vivant. Et au-delà, avec ce que, par exemple, un philosophe comme David Abraham, que je suis en train de découvrir un peu actuellement, appelle le plus qu'humain.
le plus qu'humain, eh ben, c'est aussi tout ce qui concerne le vivant sur la, tout ce qui représente le vivant sur la planète, mais aussi l'invisible, quoi, les esprits et ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir qu'on a des intellectuels, philosophes, anthropologues, etc., qui prennent ces visions-là au sérieux, en disant il y a plusieurs rationalités possibles, il y a plusieurs modes d'être au monde possibles, et la vision occidentale rationaliste, rationalisante, et ben Ouais, c'est pas la seule possible et c'est certainement pas la seule valide, quoi. ouais, c'est ça. On le voit bien par les résultats que ça donne, hein. Aujourd'hui, il y a des guerres encore partout et puis des inégalités croissantes et puis on abîme nos ressources, mais personne n'est responsable de rien on remet pas en cause le modèle finalement dominant, Mm. quoi. Donc je vois que dans le monde intellectuel, à bas bruit, il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole pour dire, attendez, les, les peuples racines, notamment, effectivement, ils sont pas plus archaïques ou primitifs que nous, au contraire, quoi. Ils prélèvent les ressources dans la nature de sorte que la nature puisse se renouveler. C'est quand même une logique implacable, quoi. Implacable. Ouais. Donc voilà, oui, c'est intéressant de voir que on peut avoir une réflexion très très moderne et qui en même temps retrouve le sens de choses très anciennes finalement, qu'on avait perdu de vue en quelque sorte. Est-ce que tu fais partie des personnes qui constatent un effondrement sur pas mal de croyances, de modèles, et qui parlent de cette euh, comme un virage en fait, qu'il faut absolument essayer de négocier. Alors Ouais. chacun à hauteur de là où on en est, hein, bien sûr, parce que voilà. Ouais, ouais. Alors, je suis pas nostalgique, je suis pas quelqu'un qui dit c'était mieux avant ou ce genre de choses. Non, non, non. Je crois Mais vraiment au progrès de l'humanité. Euh, mais je crois au retour de valeurs féminines, pour dire les oui, choses très c'est ça. simplement et Ouais, directement. Et bon, j'en ai parlé récemment avec plusieurs personnes, mais c'est vrai que pendant des siècles, là, même des millénaires, on peut dire qu'on était sous domination vraiment patriarcale, avec des valeurs masculines de masculine, pouvoir, le de pouvoir. domination, d'exploitation et des valeurs basées sur la force, quoi, hein, et que depuis quelques décennies, on va dire qu'il y a une réémergence de valeurs féminines. J'espère qu'on va aller vers un équilibre, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir des balanciers qui vont d'une extrême à l'autre, il s'agit de trouver des Ouais, formes d'équilibre. Donc, bien sûr, on imagine que si les valeurs féminines dominaient sur la planète, il y aurait certainement moins de conflits, de violences ouais, de manière générale, de violence entre les êtres humains, de violence de la part des êtres humains vers le vivant. Et donc, la vision extractiviste, par exemple, des choses, la façon dont on exploite la terre, c'est mm, comme... Alors, il y a des gens qui font le parallèle avec des agressions sexuelles sur une femme, tu vois, oui, ouais, c'est ce qui nourrit l'écoféminisme. complètement. Donc, tout ça, oui, j'ai espoir que ces valeurs-là sont en émergence, en hausse, y compris, bien sûr, parmi les hommes. Et puis, parce qu'il ne faut pas non plus faire des amalgames et dire que toutes les femmes sont porteuses de valeurs merveilleuses, etc. Il y a des femmes qui incarnent aussi des valeurs très masculines, malheureusement. Bon. Mm, Et heureusement, il y a des hommes aussi qui sont sensibles à ces valeurs-là. Donc, je vois cet espoir-là. Donc, effondrement, en tout cas, je suis pas collapsologue non plus, mais j'ai écrit un bouquin qui s'appelait L'ultime convergence. Et le sous-titre, mm. c'était Quelle spiritualité pour éviter le chaos. Donc, je sous-entendais qu'il y avait un chaos possible. C'était en 2018. Bien Ouais, sûr, j'imagine. c'était pas très visionnaire de ma part. Il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent qu'il y a des choses, oui, qui s'effondrent. Ouais, D'anciens modèles s'effondrent, oui, c'est c'est sûr, mais ça. Ouais, j'espère que c'est pour le meilleur. pour le meilleur. Je Mm. crois pas qu'il faille en passer par un chaos total où effectivement on se retrouve tous à nouveau livrés à nous-mêmes et sans accès à l'eau potable, sans accès à l'énergie. Et tu vois, et que ce soit là, ça serait la guerre de tous contre tous. Donc j'espère que l'émergence de valeurs spirituelles, notamment féminines, peut permettre d'éviter justement le chaos généralisé, mais c'est pas du tout certain qu'on puisse l'éviter. On est au bord de conflits qui peuvent très bien se généraliser aujourd'hui, hein, et on sait que plein de pays ont l'arme nucléaire et peuvent faire des dégâts considérables. Donc bien sûr, j'essaye de pas me projeter dans des choses aussi noires que ça et de contribuer à ma modeste échelle
à, voilà, à ce que la transition se fasse dans la douceur et dans l'amour et dans la paix. Mais on peut pas éviter des poches de chaos, à mon avis, de toute façon. C'est sûr qu'il y a des choses qui doivent s'effondrer. Et en Ouais, particulier, voilà, dans le monde de l'économie, le pouvoir de la finance, et puis toutes ces visions de domination, d'exploitation de l'autre. ouais, Ça doit s'écrouler, oui, bien sûr. Il faut que faut que ça disparaisse, il faut que ça soit transformé par autre chose. ouais. Moi, je vois un besoin d'équilibrer aussi dans les... J'interviens en entreprise, mais je vois qu'il y a un besoin d'équilibrer aussi les forces internes, donc féminines et masculines, bien sûr, Mm. mais au service, du coup, d'un leadership qui va être plus en sororité, plus en autorité intérieure, avec le besoin de... Comme si il était devenu nécessaire de concevoir un management avec son âme. Et je crois que c'est Valérie, hein, j'ai vu passer Valérie Seguin, Mm. son dernier livre, il est tourné là-dessus. Moi, ça fait quelques années que je donne des conférences là-dessus, tu vois, sur le leadership inspirant, ou un leader osé faire du business avec son cœur. Bon, du coup, moi, je suis en train d'assister quand même à un revirement. Je vois qu'il y a un revirement, comme si les entreprises, les dirigeants étaient en quête de quelque chose de Mhm. différent. Tu vois, comme Mhm. les Toltec, par exemple, qui sont aussi, alors, on en parle beaucoup plus, hein, bien sûr, que ces peuples natifs, mais je pense qu'on a beaucoup à gagner mais ça nous appartient, en fait. Déconstruire les modèles est peut-être devenu une nécessité, mais pour construire de nouveaux modèles, c'est en étant participatif, Ouais, collaboratif. Voilà, tu vois, complètement. dans ce féminin dont tu parles, je crois aussi, je suis d'accord, hein. Mm. Oui, oui, c'est un des axes. Les valeurs féminines, pour moi, ça rejoint aussi ces notions de collaboration Eh oui, ouais, versus la compétition. c'est ça. Euh, la domination, la compétition, c'est plutôt quand même masculin. On le voit aussi dans le sport, d'ailleurs. Bon. Ouais. Euh, Mais dans Native, on a donné la parole justement à des dirigeants d'entreprise et des cadres qui soit ont vécu des burn-out carrément, soit ont fait des prises de conscience brutales au contact de peuples racines, par exemple, et ont compris qu'ils devaient changer effectivement leur mode de management. Malheureusement, c'est difficile parce que le système fait que pour exister en tant qu'entreprise, pour être compétitif sur le marché, enfin, il faut faire des choix durs et Oui, privilégier effectivement un mode de fonctionnement euh, qui parfois est inhumain, quoi. Donc, beaucoup de gens recherchent en plus du sens dans leur métier et quittent l'entreprise finalement pour s'installer comme coach ou je sais pas quoi. Mais c'est ouais. dommage, je préfère, enfin, il y en a qui font bien de le faire peut-être, mais c'est peut-être mieux d'avoir des gens qui transforment l'entreprise de l'intérieur, qui De restent dans l'intérieur. l'entreprise pour transformer la façon dont les entreprises fonctionnent. Mais ça peut pas se faire de manière isolée. Il faudrait que la majorité des entreprises se prêtent à ça. Et malheureusement, je pense qu'au sommet des hiérarchies du monde de l'entreprise et de l'économie, on a des gens qui continuent à avoir une vision complètement pyramidale des choses et qui simplement veulent avoir plus de pouvoir. Ils veulent le C'est pouvoir vrai. pour le pouvoir. Donc, et comme dans le monde politique, ça fonctionne aussi comme ça, je pense que ça change très, très doucement, quoi. C'est très difficile de de voir les choses évoluer, en tout cas dans ces milieux-là où le côté justement pyramidal, vertical est extrêmement ancré, hein. Il y a beaucoup de gens Toi, qui j'étais en train de à parler. chercher là, Ouais. et c'est Guibert Delmarmol. Oui, bien sûr, je l'ai Voilà. rencontré, ouais, c'est quelqu'un de très intéressant, Oh mais là là. il a vécu cette transformation-là suite à un grave problème de santé. Tu vois, Voilà. il faut qu'il y ait un déclencheur. C'est Chez fou. la plupart, hein, chez la plupart de ces gens-là, il y a Oui. un déclencheur très très fort, il y a un burn-out ou une maladie ou un truc comme ça. Sinon, eh bien, le mode de fonctionnement, eh ben, il reste inchangé parce que ça a toujours été comme ça et que c'est comme ça que ces entreprises-là ont fait leur succès aussi, hein. C'est intéressant, hein, son postulat sur enfin, les enjeux économiques, tout ce qu'il faut revoir de l'intérieur, mais il rattache tout, en fait. Et c'est ça, je pense, qui est juste aujourd'hui. Donc, Il y avait un gars qui s'appelait Frédéric Laloux qui a ouais, écrit
des bouquins sur les la révolution des modes de management et qui donnait des exemples. C'était il y a déjà une dizaine d'années, hein, des exemples extraordinaires de sociétés où le mode collaboratif était complètement mis en avant et où la femme de ménage avait autant de pouvoir que le PDG, quoi. C'est assez hallucinant. En tout cas, de pouvoir décisionnaire sur plein de choses et des entreprises où les gens votaient leur salaire entre eux. Enfin, tu vois, des choses qui Incroyable. sont difficiles à imaginer. Ça, j'en avais parlé justement dans l'Ultime Convergence. Et Lalou, il avait fait ce bouquin en anglais qui s'appelait Reinventing Organization. Donc, réinventer les organisations, ça a fini par sortir en français aussi, je crois. Et c'était une révolution à l'époque, mais je pense que c'est resté très, très marginal finalement. Il Ah, donnait c'est des exemples intéressant. d'entreprises vraiment fascinants, mais je pense que c'est resté marginal parce que ces entreprises-là, pour être compétitives, c'est d'autant plus difficile en quelque sorte. Ok, ok. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur cette notion d'incarnation. On parle beaucoup de l'âme, de l'ego, mais qu'est-ce qu'on vient faire? Enfin, et pourquoi? Mhm. Ok, du coup, j'aimerais bien que tu nous éclaires un petit peu, toi, Ben, moi, de cela. ma vision là, actuelle des choses, c'est que euh, dans la démarche qui cherche l'éveil spirituel, dont je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de pièges, et je m'inscris un peu en faux face à cette notion qui voudrait que la personne n'a plus d'importance, la personne doit disparaître, la personne doit s'effacer. Et on dit d'ailleurs, et ça c'est des enseignements justement qui sont volontairement paradoxaux, sous forme de koan, etc., hein, et Ouais, on dit personne ne s'éveille parce que quand il y a éveil, la personne a disparu. Quand il y a éveil spirituel, il n'y a plus personne. Tu super. vois, donc c'est intéressant. Donc, nous allons où? Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on reste assis à attendre que ça passe? Ou est-ce qu'on vit, est-ce qu'on continue à vivre dans le monde actuel? Donc c'est compliqué parce que si on n'est plus personne, si on n'est plus identifié à un individu, comment est-ce qu'on fonctionne au quotidien, je veux dire. Donc, on s'aperçoit que ça peut concerner des êtres peut-être exceptionnels, hein, qu'on va appeler des saints quasiment, ou des êtres réalisés, comme on Oui, l'a dit, de grands oui, mystiques indiens, comme Ramana Maharshi, oui, des gens comme ça. Ou est-ce que ça peut concerner vraiment tout le monde? Je ne crois pas, j'ai un doute, tu vois. Et oui, j'en ai vu beaucoup des gens qui sont présentés par d'autres comme des éveillés, parce qu'on ne peut pas se présenter soi-même comme étant éveillé, sans quoi on tombe dans le paradoxe, on tombe dans le piège. Il y a éveil, mais on ne peut pas dire je suis éveillé, bref. Et donc, je pense que c'est intéressant de revenir au sens de l'incarnation et de l'individuation, au sens de oui, Jung, justement, parce que Jung avait déjà beaucoup réfléchi là-dessus, hein. Il opposait individuation et individualisation, en fait, hein. oui, S'individualiser, c'est ce à quoi nous pousse la société depuis l'enfance, en tout cas chez nous, en étant compétitif. Il faut être meilleur que l'autre à l'école, il faut avoir des meilleures notes, il oui, faut être plus performant au sport, et il faut être ensuite, les enfants apprennent très vite ça, il faut être meilleur au sens aussi d'être le plus populaire au collège, au lycée, donc on voit tous les problèmes de harcèlement derrière que ça pose. Et puis le but, c'est de devenir un adulte qui est un winner. Et si tu es un winner, si tu n'es pas un winner, par défaut, tu es un loser. Donc ça, c'est l'individualisation, c'est l'individualisme. On nous pousse à ça. Donc ça crée des individus mais qui sont coupés en fait des autres, qui sont coupés du vivant parce que ils se mettent sur une espèce de piédestal et on nous pousse à faire ça, à être le plus beau et à être le plus intelligent et à être le plus fort et à être le plus performant. Donc ça, c'est la société dans laquelle on vit et c'est le modèle, à mon avis, qui est en train de disparaître, je oui, l'espère, et qui sera remplacé par un modèle où on parle non plus d'individualisation, mais d'individuation. Et oui, l'individuation, chez Jung, c'est un processus initiatique qui consiste à affronter différents archétypes. Voilà, donc on doit affronter l'ombre, donc c'est-à-dire nos doutes, nos peurs, nos limitations, faire une introspection, et puis on doit se confronter à l'archétype de l'anima
et de l'animus, c'est-à-dire notre part Ouais. féminine ou masculine selon qu'on est un homme ou une femme, et puis, etc. On se confronte à différents archétypes, la lumière et tout ça, pour finalement, là aussi, devenir une sorte d'être éveillé, au sens de Jung. Il ne parle pas d'éveil spirituel, mais il parle d'un être individué, voilà, un être qui accomplit, qui a réalisé le soi. Le dernier archétype à intégrer, c'est l'archétype du soi, qui est l'être complet. Donc ça, c'est ça qu'on doit tous faire en quelque sorte. C'est le chemin qu'on doit tous faire sans que ce soit nécessairement extrêmement compliqué et qu'il faille partir dans des choses très ésotériques ou hermétiques, etc. hein. Mais on sait que de toute façon, toutes les voies initiatiques visent la même chose, en fait. C'est différentes façons de parler de la même chose, hein. Donc là, des individus individués, ce sont des individus qui sont reliés aux autres, qui sont reliés au vivant, qui sont reliés au cosmos, à la planète, qui sont reliés à Ouais. l'invisible, qui sont reliés à tout, qui ne sont pas coupés de la source, qui sont, on peut dire, une émanation de la source. Et ce qui émane de la source n'est pas distinct de la source, contrairement à la notion de création. Ça, j'ai vu ça aussi dans des traditions spirituelles, où nous, on dit, nous sommes une créature, le monde est une création, Dieu est un créateur. Mais la créature est distincte du créateur. Le créateur, en quelque sorte, il s'est coupé de la créature. On peut retrouver une trace du créateur dans la créature, mais tu vois, la notion de Ouais. création, on est distinct finalement du créateur. Alors que dans les courants mystiques comme la Kabbale, le soufisme ou la mystique chrétienne même, le monde n'est plus une création, le monde est une émanation Ouais. de la source, de Dieu. Et ce qui émane de quelque chose ne peut pas être coupé de cette source, au même titre que les rayons du soleil ne peuvent pas être distingués du soleil lui-même. Tu vois, donc c'est subtil, c'est une image, c'est une métaphore. Je trouve que c'est assez parlant, c'est assez Ouais. fonctionnel. Donc nous sommes Complètement. des individus qui sommes une émanation d'une seule et même source. Et Oui. cette source, eh bien, elle se connaît elle-même à travers toutes nos expériences. La multiplicité de nos expériences lui permet de se connaître elle-même en temps réel. Voilà comment j'essaye de comprendre et de voir C'est les choses chouette. aujourd'hui. Waouh. Et Ouais. tout ça, ça doit se faire dans une forme de simplicité totale. C'est ça la difficulté, parce que tu Ouais. vois, on va chercher dans plein de traditions et dans la science et la physique quantique, etc., et des autres ésotérismes multiples. Et on se dit c'est extrêmement compliqué, et la philosophie là-dedans et tout. Mais en fait, ça doit se vivre de manière très simple, c'est-à-dire que c'est simplement le regard que tu portes sur l'autre, sur toi. euh, et puis, ça va avec une qualité de présence, en fait, tout simplement. Oui. Oui, je C'est crois. le pouvoir du moment présent, hein, c'est ce Ouais. qu'a expliqué Eckhart Tolle dans son Cartonné. fameux Ouais. bouquin, Ouais. hein. Moi, je pense que ça reste complètement vrai, d'autant plus que le pouvoir du moment présent, c'est exactement ce qui est dit aussi dans justement les voies d'éveil de type Advaita Vedanta, dont je parlais tout à l'heure, Ouais. ou Dzogchen, hein, c'est exactement ça, c'est être présent à chaque instant et d'être complètement relié, quoi, du coup, avec tout ce qui est, quoi. Donc, Ouais, ce c'est qui va supposer de déconstruire bon nombre de bâtis mentaux, voilà, enfin, tout ce qui est la construction du personnage finalement, mais ce personnage, enfin, on l'incarne pour se véhiculer aussi, donc pour expériencer. Donc c'est non, ça. enfin, C'est ça, c'est un mot intéressant, personnage, parce que persona, c'est le oui, masque, hein. ouais, Et chez Jung, justement, c'est extrêmement important aussi. On a ouais, plusieurs personas, selon qu'on est dans un contexte professionnel, ouais, personnel, entre amis, en famille, mm, on a plusieurs masques. Et, et du coup, c'est pas qui nous sommes, effectivement, nous sommes pas le personnage. Euh, donc, ouais, je pense que c'est important d'accepter ça aussi, mm, en sachant que nous ne sommes pas ce mm, personnage-là, nous ne sommes pas le corps, mais ça ne veut pas dire que le corps n'est pas nous, ça veut dire que nous ne sommes pas seulement le corps ou le personnage ou l'ego. Nous sommes plus que ça, mais nous sommes aussi ça. Le problème, c'est on pense toujours de manière duelle, justement, c'est soit mm, ceci, soit cela. Ça, c'est la logique d'Aristote dont on a hérité, et on a vraiment du mal à penser les contraires ensemble, à réconcilier les contraires. Justement, toute la pensée de Jung était aussi beaucoup basée sur cette façon de concilier ouais, les contraires, de résoudre ces oppositions apparentes. Donc on est à la fois l'émanation de cette source unique, donc nous sommes cette source par nature, et en même temps nous avons cette singularité,
cette idiosyncrasie, cette personnalité, etc. Nous sommes un individu, un unique individu, etc. Il faut concilier ces deux notions-là. Et justement, actuellement, je relis un peu aussi mon livre de chevet qui est Les dialogues avec l'ange. Et Oui, dans les bien dialogues sûr. avec l'ange, il y a plein de pages sur la notion d'individu. Et par exemple, il y a une belle métaphore qui est donnée, qui est que sous la surface de l'eau, c'est-à-dire derrière les apparences, en fait, la Terre forme un tout, donc c'est la source unique, on va dire, et à la surface de l'eau, des îles émergent. Et les îles sont les individus. L'île est l'individualité. Et l'île doit émerger parce que sinon l'ange n'a pas d'endroit où poser son pied quand il descend vers nous. Tu vois la métaphore. Ouais, Il descend vers nous et nous montons vers lui. Et donc l'émergence de cette île et donc de notre individualité est nécessaire. C'est notre tâche. Nous devons nous individualiser, nous individuer, en l'occurrence, si on prend la terminologie jungienne, parce que ça permet justement de faire cette jonction avec le monde spirituel. Donc, après, il y a d'autres phrases encore dans les dialogues avec l'ange qui portent là-dessus sur la nécessité d'être un individu et d'embrasser son individualité et même oui. son moi. Et c'est pas pour rien aussi que nous, êtres humains, nous avons une identité qui est propre par rapport, par exemple, au monde animal. Dans le monde animal, les animaux sont pas individualisés. Euh, Ils ont un esprit collectif, on dit, même dans les chamanismes, etc. On dit il y a l'esprit du jaguar, l'esprit du crocodile, etc. Il y a pas, ils n'ont pas de personnalité. Alors, il n'y a que chez les grands mammifères ou certains cétacés, peut-être que il y a une espèce d'individualité qui peut émerger, Mm. mais au contact de l'homme, en fait. Au Ouais, contact de l'homme, il y a certains animaux qui vont développer une espèce de personnalité. Et de toute façon, et c'est le cas pour les animaux domestiques, d'après ce que j'ai compris, les animaux domestiques acquièrent une forme d'individualité au contact de l'être humain. Donc, c'est pas pour rien si nous, par rapport au reste du règne animal, on a cette individualité. Ça correspond à l'évolution spirituelle, justement, du vivant. Voilà. Donc, il faut accepter ça, il faut embrasser ça, il faut accepter que nous soyons effectivement incarnés dans un corps qui est le nôtre, même si, effectivement, ça ne se réduit pas à ça. Voilà. mm. Ça, c'est des Oui. sources de réflexion permanentes, hein. Je dis pas Ouais, que c'est ça, c'est ça. Mais je de dis toute ce que j'ai façon, compris, quoi. on voit, tu sais, quand bon, ce corps devient dépouille, en fait, il n'est plus animé de l'intérieur. Voilà. Donc, Anima, hein. Anima, voilà. c'est le Et souffle, donc, hein. l'anima. C'est l'âme, Voilà. c'est l'âme, c'est le souffle, bien C'est ça. sûr. Donc, quand on en doute, voilà. Mais c'est intéressant, Dialogue avec l'ange aussi, c'est vrai. Il y a longtemps que je l'ai pas relu. Ouais, ça me remet. Mais Lalou, là, euh, dont tu parlais Ah tout oui, à l'heure. ça, c'est vachement intéressant sur la réflexion sur l'entreprise. Ça Oui. reste, enfin, c'est hyper actuel, ouais, bien sûr. Ok. Il a fait un autre livre d'ailleurs après, je sais plus, mais enfin, c'est toujours sur la même idée, hein. Mais voilà, donc on doit accepter d'être un individu, et ça ne nous empêche pas de nous concevoir aussi comme une émanation de la source, et donc comme ayant, voilà, comme étant une parcelle divine ou je ne sais quoi, tu vois, Bah, c'est ça. Moi, je dis que nous ça sommes n'est pas une petite contradictoire. étincelle. Hmm. Ouais, ça n'est pas Hein? contradictoire. Ouais. Donc, c'est bien. Ça veut dire qu'en amenant un petit peu de douceur et de féminin dans la compréhension d'autres possibilités oui, de se regarder, de se vivre. Mm. Voilà, il peut en sortir vraiment autre chose. Et bah, je pense qu'on vient faire ça aussi. C'est le sens même de l'incarnation. On Mhm. vient expérimenter, cheminer, grandir, comprendre, apprendre. Donc, Et puis, on peut aller chercher dans d'autres domaines des sortes de confirmations de ça. Par exemple, dans la physique quantique, aujourd'hui, les dernières voies d'interprétation des résultats de la physique quantique, hein, il faut distinguer les expériences et puis l'interprétation des expériences. Les oui. expériences disent toujours la même chose, mais les interprétations, il y en a une multitude, quoi. Et parmi les courants les plus récents, eh bien, on constate qu'en fait, beaucoup de chercheurs réhabilitent le rôle de l'observateur. C'est-à-dire que c'est chacun qui fait advenir le résultat de son expérience par la façon dont il la conçoit et l'observe, par la façon dont il prend connaissance des résultats d'une expérience, il fait advenir une certaine réalité. Donc pendant des années,
il y a des gens qui ont réfuté cette façon de voir les choses. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça revient, en fait, parce que les expériences obligent les chercheurs à concevoir les choses comme ça. Et on a des gens qui nous disent, finalement, chacun de nous, chaque individu, est dans sa bulle de réalité, à chaque instant. Ouais, Chacun, c'est vraiment chacun voit midi à sa porte au sens propre, c'est-à-dire qu'on est chacun dans notre bulle de réalité. Et quand on est ensemble, à plusieurs, qu'on partage une réalité donc, qui est, semble-t-il, est commune, et ben, on est chacun dans notre façon de voir le monde de toute façon, mais on va dire que nos deux bulles de réalité peuvent fusionner en une seule bulle, tu vois, comme des bulles de savon. Ça va ouais, faire une grosse bulle. Et puis voilà, si on est nombreux à faire la même chose au même moment et à observer la même chose, peut-être qu'on va être dans une seule grosse bulle. Mais ensuite, on revient dans notre bulle à nous. Donc il y a vraiment cette idée que de toute façon, ça, c'est les mystères de la conscience aussi qui, que tu sais, me ouais. passionnent Ah oui, également. non, mais On est tous dans notre réalité à chaque instant. Et ça rejoint cette idée que on vit notre expérience d'individu incarné, individué, d'une manière unique, et que toutes ces expériences-là sont aussi valides les unes que les autres. En psychologie transpersonnelle, peut-être tu connais aussi le courant qu'on oui, appelle la théorie participative, oui, ouais, avec Jorge Ferrer, ouais. qui est un chercheur californien d'origine espagnole, et qui dit que la théorie participative, ça consiste à dire que c'est chacun de nous qui, par ses expériences, donne du sens au monde, Au par monde. sa façon d'interagir avec le réel autour de lui. Et que donc toutes les expériences spirituelles, de ce point de vue-là, ont la même valeur. Il n'y en a pas une qui est plus valide qu'une autre. Et donc, on n'a pas forcément besoin de chercher à vivre une grande expérience mystique ou des voyages astraux extraordinaires, etc. Oui, ouais. La moindre expérience à chaque instant, tu regardes une fleur, un arbre ou un enfant, eh bien, c'est une expérience spirituelle qui a la même valeur que toutes les autres. Et c'est comme ça qu'on donne du sens au monde en temps réel. Tu vois? Donc tout ça, ça converge vers cette même idée que nous, individus, nous devons vivre notre expérience du monde pleinement en acceptant que justement nous avons un point de vue unique sur le monde. Tout est relié. Oui. Tout est relié. Ouais, c'est extraordinaire. Alors, pour te, quand même, que je t'en pose deux, trois, des petites questions là. C'est quoi un jour de chance pour toi? Bon, c'est une question piège, ça. Tu sais, des fois, on Un dit, ah jour- bah, c'est pas mon jour de chance aujourd'hui, Bah, hein. moi, je Bon, dis bah alors. jamais ça. Je dis jamais ça, mais un jour de chance, ça va être un jour où je vais faire une belle rencontre, par exemple, comme j'ai pu en faire récemment. Parce que quand tu vas sur des colloques, des rencontres comme ça, euh, Ouais, des congrès, tu rencontres toujours des gens avec qui il y a un ouais. échange. Et puis des gens, tu te dis, mais comment ça se fait que je ne les connaissais pas avant, ou que j'ai pas Où lu. étiez-vous, hein? Voilà. Donc ça, c'est un jour de chance. Et après, moi, j'ai tendance à dire qu'une journée où j'ai rien appris, c'est une journée perdue. Donc j'apprends, j'essaye de tous les jours apprendre quelque chose, mais sans me forcer, c'est-à-dire que ça vient tout seul. Ça peut être un mot d'anglais, par exemple, parce que je suis traducteur, et donc j'ai besoin d'apprendre des nouveaux mots. Ça peut être un mot de français aussi, parce il y a Ouais, beaucoup de mots qui sont difficiles à maîtriser en français, ou apprendre autre chose, quoi, tu vois, n'importe quoi. Par exemple, en étymologie, bah, justement, j'ai rencontré une personne extraordinaire, et je la cite parce que euh, c'est une vraie rencontre marquante pour moi. C'est une dame qui s'appelle Zarina Khan, qui est une philosophe française et qui a un parcours de vie absolument extraordinaire. Et elle m'a appris que l'étymologie de chaos, le chaos, eh bien, ça voulait dire la faille, la béance, et que c'était en même temps quelque chose qui pouvait nous engloutir, ou bien quelque chose d'où le nouveau peut surgir. c'est ça. Tu vois, donc ça rejoint cette idée qu'on a aussi en chinois avec le mot crise, qui signifie à la fois opportunité et Oui, menace. crise, crisis, ouais. Je peux pas faire, Opportunité, je peux ouais. pas m'empêcher de faire le rapprochement entre les deux. En Ouais, tout cas, chaos, voilà, je ne connaissais pas l'étymologie de chaos. Donc, quand j'apprends un truc comme ça, bah, je suis content. ouais. Ouais, qui est-ce qui disait du chaos naissent les étoiles? Euh, Oui, je qui a sais dit ça, plus. mais tu vois, Je sais plus. ouais, moi je crois que ouais, le chaos peut aussi apporter. Mais c'est magnifique, hein, les rencontres parfois qui nous laissent. Wow. Oui, je suis d'accord. Ok. Est-ce que tu as une petite chanson souvent dans la tête? Ah, Alors, tout le t'aimes la temps. musique, hein, donc Oui, oui. bon, Ouais, je fais de la musique depuis très longtemps, donc je chante aussi, je joue de la guitare, du piano, tout ça, mais j'ai toujours une chanson plus ou moins dans la tête, oui. ah, tu chantes aussi?
Ok. Ouais, ouais. Ah bah Ouais, voilà, j'ai appris un je suis truc. plutôt dans un registre rock, on va dire, hein. Rock? Blues rock, metal même. Ok. Mais j'aime plein de trucs, hein. J'aime le jazz, j'aime la musique classique aussi, mais j'ai beaucoup de musique dans la tête. Ouais. Ok, ça marche. Euh, si, euh, comment je vais dire ça? Si le bonheur était un son pour toi, ce serait lequel? Je vais être un peu cliché, je pense, mais je vais dire un rire d'enfant, un rire spontané de petit enfant, tu vois, qui calcule rien, quoi, qui est vraiment dans le moment présent, ouais, complètement. Pour moi, c'est du bonheur. Ouais. Non, on l'a jamais dit. Donc tu vois, du coup, c'est pas cliché. Euh, et toi, Jocelyn, l'enfant que tu étais, est-ce que il faisait des plans sur la comète comme ça, il s'intéressait aux voyages, aux autres pays, à d'autres tribus. Est-ce que déjà tu sentais que tu avais un attrait particulier ou pas du tout? Il y avait beaucoup de curiosité chez moi quand j'étais enfant, et ma maman est une dame qui a fait une carrière d'institutrice et de maîtresse d'école, donc je l'ai eu comme maîtresse d'école aussi. Elle m'a donné le goût de la lecture, enfin, voilà, de la découverte, quoi. Et Euh, sans- d'apprendre. et d'apprendre sans pour autant me pousser, me forcer non plus, hein. Donc oui, j'étais curieux, mais j'avais surtout envie de m'amuser. J'étais pas non plus quelqu'un qui passait sa vie dans les livres et à apprendre des encyclopédies par cœur, tu vois. J'étais Ouais. plutôt à vouloir jouer dehors. J'ai toujours fait du sport aussi, ça c'est peut-être un aspect de moi qu'on connaît moins. Non, c'est vrai. J'aime beaucoup le sport, j'ai toujours fait du sport. Et j'en fais encore aussi beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais plus des arts martiaux, mais je fais beaucoup de tennis, de ski, de tennis de table, de foot quand j'étais petit. Enfin voilà, j'aime le sport, j'aime le dépassement de soi. L'aspect compétition, c'est ce qui va me déplaire, on va dire, dans le sport. Mais le dépassement de soi et la confrontation à l'autre amène à ça. C'est quand même quelque chose que je trouve intéressant. Et je me suis régalé avec les Jeux Olympiques, par exemple. Tu vois, même si je trouve complètement insupportable qu'on nous bassine tout le temps avec le nombre de médailles qu'on doit avoir et le nombre de médailles qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça, bon, ça c'est vraiment le truc de compétition de base. Mais en revanche, ouais, ce qu'on peut faire avec son corps de plus extraordinaire, ça me passionne, et notamment dans les arts martiaux, justement, depuis quelques années. Je trouve que c'est extraordinaire, quoi. Ce qu'on peut faire avec cette notion justement d'énergie. Là, moi, je fais du tai chi chuan, je fais du taekwondo aussi, donc c'est un Ah art oui. martial plus dynamique, mais dans le tai chi, il y a toute cette notion d'énergie qui est complètement passionnante parce que bah, ça rejoint aussi des notions justement de soins, de santé, hein. Ouais. Les guérisseurs, dans le Qigong aussi, ils rejoignent la façon d'agir de nos magnétiseurs et de nos guérisseurs à nous. Donc, on en parle d'ailleurs dans le bouquin avec Antoine Sénanque parce que c'est le concept de Qi à lui seul, il est passionnant parce que c'est de l'énergie. Donc, ça, c'est dans le monde matériel, mais c'est aussi de l'intention et de l'attention. Donc, c'est dans le monde psychique. Donc, c'est quelque chose qui fait la liaison, en fait, entre le matériel et le psychique, tu vois. Et ça montre que finalement, les deux ne font qu'un, à mon avis. C'est comme ça que je le comprends. Avec Donc voilà. présence, avec Ah, la notion de ah présence bah, aussi, hein. exactement. Dans la pratique du tai chi, il y a vraiment... C'est ça. Dans l'art martial, de toute façon, il y a ça. Et puis, tu as ces notions-là aussi qui émergent récemment, d'être dans le flow, tu sais, d'être dans la Oui, zone. ouais, Aussi pour des sports extrêmes. Moi, je fais beaucoup de ski aussi. J'adore le ski. Et ça, je l'ai vécu en faisant du ski. Je sais qu'on vit ça beaucoup dans les sports de glisse, le surf, le snowboard aussi, tout ça. Et là, il y a aussi cet instant, ces moments. Et ça, c'est des choses que tu trouves aussi dans la musique, justement, notamment dans la musique d'improvisation, dans le jazz, tu vois, être complètement immergé dans le moment présent à tel ah point oui, que il n'y a plus du tout de technique ou de réflexion. ouais, Tu es dans une transe, en fait, tout simplement, hein. c'est vrai. C'est une transe qui fait que tu es agi. Il y a quelque chose qui agit à travers toi, que tu n'as pas besoin du tout de dominer, de réfléchir, comme quand tu descends un escalier à pleine vitesse, qu'il vaut mieux pas réfléchir à l'endroit où tu mets tes pieds, sinon tu es sûr de tomber. Donc tout ça, ça me passionne, évidemment, parce que ça se rejoint à nouveau. Tu vois, je vois tout ça converger, en fait. Ah, moi, je chante.
jazz ou des reprises de variété, mais que je m'approprie, mais moi, c'est beaucoup le jazz. Et en fait, tu vois, ce que tu décris, j'avais pas mis de nom dessus. En fait, j'ai l'impression d'être dans une bulle. C'est comme s'il n'y avait plus rien autour. C'est, C'est une c'est forme de fort. transe, c'est une forme de transe, hein. De toute façon, Ouais, c'est induit t'as par raison. la vibration, le souffle. C'est le souffle originel, Ah quoi. ouais, carrément. C'est le Ah, home, merci. Mais avec oui, ça plaisir. y est. Ben oui, c'est génial. Est-ce qu'il y a des trucs ou un truc qui te fait sortir de tes gonds? Tu sais, le truc qui, des fois, fait des gonds. Et des fois, on me dit, oh non, moi, maintenant, il n'y a plus rien qui me... Voilà. Bon, Oui, bah si je veux faire le sage, je vais te dire que je sors plus de mes gonds. Mais bon, oui, ça peut m'arriver. En tout cas, je peux bouillir intérieurement. Euh, je veux dire, les gens qui n'écoutent pas, ça me déplaît fortement. Ça ouais, me fait pas sortir de mes gonds, mais ça me déplaît fortement. Beaucoup de gens, en fait, sont incapables d'écouter. En fait, ils n'écoutent que pour pouvoir réagir immédiatement et parler et dire, ah, mais moi, je. Et ça, c'est extrêmement désagréable. Et puis ceux qui se pensent meilleurs que les autres, ceux qui se croient supérieurs aux autres et qui là aussi sont dans le moi-je. Ah mais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rencontré telle et telle personne et j'ai lu telle chose et j'ai voyagé dans tel pays. Et ça, voilà, à la fois je suis un peu triste pour eux, mais je trouve ça très désagréable. Ça peut me mettre en colère intérieurement, ouais, ouais. au moins, ouais, au moins Ouais, intérieurement. c'est l'écouter, comment je dis moi, écouter pour entendre, pas pour répondre. Hmm. Voilà. Parce que du coup, ça Il n'y a demande pas aussi il y a pas d'accueil en fait. Voilà, tu L'écoute, ça vois? doit être un accueil avant toute chose. Ouais, ouais. Où t'es complètement là. Enfin, t'es complètement là, calé, ouais, et c'est une forme d'accueil. Donc oui, effectivement, tu Mais peux c'est lié me... à une qualité de présence aussi, et ça doit être fait. Tu dois pouvoir faire ça aussi avec des enfants. C'est-à-dire, pas forcément Oui, avec des adultes avec qui tu as une discussion très intellectuelle ou pas, mais il faut être aussi être capable de se mettre au niveau d'un enfant, quel que soit son âge, hein, et de l'entendre et d'accueillir sa parole, son regard, son être. Et ça, bon, évidemment, ça vient avec la maturité aussi. C'est une forme de sagesse peut-être qu'on acquiert avec le temps, hein. Et c'est un chemin continu, je veux dire. Je prétends pas être parvenu au bout de ce chemin-là. ça y est, tu n'es pas éveillé encore? C'est pas à moi de le dire. Moi non plus. Non, non, mais oui, c'est Ouais, toujours une question, c'est toujours une question piège. Est-ce est-ce qu'il y a un mot dans la langue française qui qui te semble, soit qui revêt une tonalité particulière pour toi ou sur ton chemin, ou qui est important, ou qui veut dire beaucoup, je sais pas, tu vois, un mot. euh, C'est toujours difficile pour moi sur ces questionnaires de Proust là où il faut sortir un truc, un film, une chanson, un mot. Non, mais là, Là, toi, le le mot qui me mot. vient, le mot qui me vient là, c'est grâce. La grâce. Bah, La grâce, c'est beau, et puis c'est quelque chose qui t'est donné ou pas, ça vient ou pas, ça descend, et il faut l'accueillir là aussi, faut se mettre en disposition d'être touché ou traversé par la grâce. ouais, J'aime cette idée, j'aime ce mot-là. ouais. Là maintenant. Ouais. Merci, moi, ça me parle aussi. J'aime bien le dire aussi, ça. C'est vrai, la grâce. Je pense que vivre est une grâce, tu vois. Enfin, Oui, 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 moi, c'est je dans le ressens sens. beaucoup, qui ai beaucoup été testée par la vie. Ben, du coup, vivre est une grâce, en fait, pour moi, tous les matins quand j'ouvre les yeux. Hmm. C'est ouais, c'est un bonheur. Peut-être que le bonheur, c'est aussi simple que ça. Voilà. Avoir, avoir la possibilité d'ouvrir les yeux, de voir, de manger, de se déplacer comme on le souhaite, de pouvoir parler, de pouvoir entendre, voir. Enfin, est-ce que c'est un peu tout ça, quoi? Ouais. Ok. Alors, tu as dans ton actualité des conférences là qui sont à venir dans les début octobre. Hein, je crois que tu vas être Oui, sur Perpignan.
le 5 octobre. Ouais, le 5 octobre, c'est le festival Hermetica à Sainte-Marie-la-Mer, en fait, à côté de Perpignan, et je suis le parrain depuis quelques années de ce festival, Oui. et, et ça va être très sympa, c'est toujours très, très agréable. Ouais. Qu'est-ce que c'est Hermetica pour si des fois il y en a qui ne Oh, connaissent pas? c'est un festival en fait sur une journée, c'est un petit cycle de conférences avec plusieurs invités. Et cette année, voilà, on a quelqu'un qui va nous parler de la sagesse islandaise, on a Françoise Nallet qui va nous parler de la mémoire des cellules, c'est une thérapeute assez extraordinaire. Et puis Nicolas Fraisse qui va nous parler de ses expériences de sortie du corps, vision à distance et tout ça. Donc moi je fais une petite conférence aussi, j'anime les discussions, je présente les invités, et puis c'est une région qui est très agréable aussi en cette saison. Joli. Mm. Oui. Ah, ok. Et puis Bruxelles? Ouais, Bruxelles, le week-end d'après, beaucoup? 12 octobre, on est à Bruxelles, où là il y a un beau plateau aussi, il y a Christophe Fauré, il y a plusieurs intervenants aussi sur la spiritualité, nouvelle, un peu justement ce que la spiritualité peut amener au monde moderne, au monde contemporain. Et à Bruxelles, c'est nos amis de Être Plus qui organisent ça. Oui. Ouais. Ça fait plusieurs années que j'y vais aussi et j'aime beaucoup Bruxelles, j'aime beaucoup le public belge aussi qui sont toujours très chaleureux. Ouais. Est-ce que il y a des choses dans les tuyaux là? Euh, Alors écoute, moi je continue à travailler comme auteur, donc j'ai un projet de livre avec Romuald, Romuald de Terrier, on a fait trois livres ouais. ensemble, hein, donc Ouais. il y a un quatrième livre en chantier, ça va être C'est un vraiment sacré intéressant. binôme, hein, tous les deux là. Bah écoute, on se complète bien, hein. Lui il est de formation sciences humaines et moi plutôt sciences de la vie. Et puis, il a toute une expérience de terrain en ethnologie, en ethnobotanique, et notamment auprès des chamans d'Amazonie et tout ça. Donc, il a tout ce terrain-là que moi, je n'ai pas, hein. Et puis, on se complète aussi voilà, sur nos lectures. On lit tous les deux beaucoup, mais pas forcément les mêmes choses. C'est assez étonnant. Il me conseille toujours plein de trucs que je connais pas et réciproquement. C'est chouette. Bref, donc on travaille sur un quatrième bouquin qui va être, je pense, très intéressant parce que Romuald, il a beaucoup d'idées novatrices. Novatrice. Ouais, Ouais. ouais. Et puis j'ai une traduction aussi en cours. Je traduis donc pour les éditions Très Daniel. J'ai une traduction qui est prête à sortir. Voilà, je travaille sur la revue native en tâche de fond. Là, j'ai un article qui vient de sortir dans Inexploré, sur dans le dossier du magnétisme. Donc, Ah, un beau dossier sur le magnétisme dans Inexploré. Ouais. Voilà, donc j'ai travaillé sur l'aspect scientifique du magnétisme. Ça nous a amené à parler justement du livre Comment l'esprit agit sur la matière. Mais en fait, j'ai pas repris les extraits du livre. Je suis allé chercher d'autres informations encore au fil de incroyable. l'écriture. C'est incroyable. Ouais, c'est chouette. Bon, ben, on va attendre ça avec impatience. Alors, Bah ouais, alors écoute, Native, là, on prépare un numéro spécial en fait pour décembre qui va être un numéro double et qui va être consacré à l'exposition qu'on organise, qu'on parraine, une exposition de photos de Franck Desplanques. Et Franck Desplanques, c'est un photographe et c'est le rédacteur en chef de l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue. bah oui, Et Rendez-vous en Terre Inconnue, depuis 20 ans, ils sont allés partout sur la planète, en tout cas dans plein de communautés, avec une personnalité à chaque fois, tu sais, et l'émission ouais, est un peu mythique. Et Franck, c'est la personne qui allait en repérage bah, avant pour rencontrer des porte-paroles sur place et organiser ensuite la venue de l'équipe. Et donc, à chaque fois, il a fait des reportages photos qui sont extraordinaires. On l'a déjà publié dans Native, mais là, on publie un numéro spécial qui va être aussi le catalogue de l'expo, qui va être une expo itinérante. On cherche des lieux pour l'expo, hein, si vous voulez nous ah, aider. ben chouette, Il faut aller d'accord, sur ouais. revue-native.com, il y a tout, il y a tous les éléments. Et effectivement, on cherche des partenaires, des lieux d'exposition, etc. Et le numéro va sortir en décembre et sera en même temps le catalogue de l'expo et en même temps donc un retour auprès de ces communautés-là et des petits reportages sur l'actualité de ces communautés, des peuples qui ont été présentés dans l'émission, certains d'entre eux en tout cas, aussi Magnifique. bien en Afrique qu'au Groenland, que tu vois. Bah, partout, quoi. En Enfin, Asie, ouais, ouais, c'est extraordinaire, hein. C'est ce qu'il a pu vivre avec cette émission, ouais. Franck, c'est merveilleux, hein. Donc, on est très heureux de proposer ce numéro et ça sera l'occasion pour Native d'être diffusé en librairie aussi, je le dis, parce que jusqu'à présent, on n'était pas ni en kiosque, Ouais. ni en librairie. La revue, c'était soit sur abonnement, soit à partir de notre site internet à la commande à l'unité, hein.
Ouais. Mais à partir du prochain numéro, on sera chez le libraire. Donc, on pourra dire aux gens, allez chez votre libraire. Génial. Génial. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle alors, hein. Oh, waouh, waouh, waouh. Oui, on est des millions à avoir voyagé avec Rendez-vous en terre inconnue. Ouais, C'était ouais, bien c'est vu, ça, hein. une belle Bien vu. émission, ouais, bien sûr. Ah ouais, franchement. Ok. Ah, ben, grand merci, Jocelyn. Grand merci. Merci à toi. Euh, écoute, à tout bientôt. Nous, on se verra en chair, en os, en mars prochain, donc, pour le symposium de la vie après la mort à Tours. Et je vais vous souhaiter à tous de vous porter haut et fort, et puis surtout d'écouter le murmure de la vie. Voilà, parce qu'il est souvent délicat, mais si vous l'écoutez, ben, vous êtes juste là où il faut, souvent. Voilà. Merci beaucoup, Jocelyn. À tout Merci, Corinne. bientôt À et bientôt. prenez tous bien soin de vous. Merci.